et quelques équipes qualifiées donc pour les huitièmes de finale de la Coupe nationale athlétique d'Adjamé, Azida Bengourou, SOA, Sabé Sport de Bouna, Gagnoa, Denguele, Bafing, Benjerville, Boisflé, Korogo, Alliance de l'Indigné, ensuite l'USC Bassam, JCA Trècheville, le Stella, la SEC Mimouza, la FAD. 17e journée de la Ligue 1, Cathy Touré. Samedi, donc, on aura au stade Robert Champoux de Marcory, la SEC qui sera face à l'entente sportive de Benjerville. Ce match, vous pourrez le suivre aussi sur les antennes de RTI 1. Et au Parc des Sports, au même moment, la JCAT affronte la SOA. Et à San Pedro, le CW Sport de San Pedro reçoit l'USC Bassam. À Gagnoa, c'est Gagnoa qui reçoit le Stella. À Boaké également, le Denguele d'Odiéné reçoit l'EFIM. Et puis à Bangourou, les Princes de l'Azida Bangourou reçoivent le COK. Tous ces matchs sont donc pour samedi et dimanche. Un seul match au stade Robert Champoux de Marcory entre l'Africa et la FAD. Vous pourrez également suivre ce match sur les antennes de RTI 1 et tous les matchs sont à 15h30. Et puis la commission football d'entreprise de la Fédération ivoirienne de football informe qu'il y a une importante réunion avec tous les clubs, toutes les entreprises affiliées et qui vont participer donc à la saison 2013. Cette réunion qui va se tenir à la FIF va se dérouler donc à partir de 18h. On va s'intéresser maintenant à notre invité. Docteur, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Alors, la médecine du sport en pleine activité, et ça va se passer ce jeudi. Qu'est-ce que vous voulez nous montrer exactement? En fait, comme je vous disais tout à l'heure, je vous remercie. Je suis docteur Roulé au service de la direction de la médecine du sport au ministère attaché au ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs, dont la direction générale est notre, je dirais, service mère. Voilà. Et pour cela, nous organisons un séminaire le jeudi 28 et 3e mois 2013, c'est-à-dire demain, dont le thème est sport, santé et performance. Ce séminaire a lieu au CNMS, c'est-à-dire au Centre national de la médecine du sport, à Marcory, à l'INGS. Je vous donne un peu le programme de ce séminaire. Alors, quelle est l'importance de ce séminaire selon vous? Il faut savoir que, comment ça s'appelle, la DMS a des objectifs. Et un de ces objectifs, c'est de, comme je dirais, de contrôler les services médicaux des fédérations sportives nationales et autres organismes agréés. Et c'est dans ce sens-là que la direction de la médecine du sport organise ce séminaire-là, à l'intention des médecins des fédérations, mais aussi à l'intention aussi des présidents de fédérations. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les fédérations sportives ont un manque de médecins? Tout de suite, j'ai dit oui. Tout de suite, j'ai dit oui. J'ai dit oui, vous avez vu comment ça s'appelle le CNCE. Le CNCE, qui est une structure de supporters, a un médecin. Mais je vous le dis, il y a des fédérations qui n'ont même pas de médecin, même pas un paramédical. Et donc, c'est dans ce sens-là que la direction de la médecine du sport organise ce séminaire-là à cette intention de ces fédérations et des médecins de ces fédérations. Est-ce qu'ils savent qu'ils doivent forcément obligatoirement avoir un médecin pendant les compétitions pour que les accidents soient vite circonscrits? Ces fédérations le savent. Ces fédérations le savent. Mais je pense qu'il faut encore insister. Parce que c'est une pédagogie, c'est une vertu de répéter, de leur faire comprendre l'importance, ne serait-ce que d'un paramédical dans le staff médical de certaines fédérations. Alors, moi j'ai une question un peu hors jeu. Est-ce que moi je ne suis pas sportive, je peux me faire soigner par vos services ou bien c'est seulement les sportifs? Nous sommes ouverts à tout le monde, pas seulement les sportifs, nous sommes ouverts à tout le monde. Alors qui participe et qui doit venir jeudi? Nous avons envoyé des lettres d'invitation à environ 23 fédérations. Donc nous attendons facilement 23 fédérations. 23 fédérations qui participeront à ce séminaire-là, où vraiment
on va discuter, on va échanger avec elle un peu sur différentes pathologies et différents thèmes. Et ça s'est passé sur combien de jours? C'est sur une seule journée. C'est sur une seule journée. On commencerait par l'installation des invités aux environs de 8h30 et on terminerait aux environs de 13h05 par vraiment un thème vraiment clé, la lutte contre le dopage. Voilà. En tout cas, merci à vous, docteur. Nous espérons que les fédérations sportives vont réagir et viendront participer massivement à ce séminaire qui est important parce que chaque fédération doit se doter des médecins de sport, ce qui est recommandé d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'académie de football Les Chérubins, basée à Yamoussoukro précisément, à Kossou, au sein de l'école technique d'art et métiers, organise un test de recrutement le samedi 30 mars, lycée classique d'Abidjan, mardi 2 avril, stade de la Paix à Boaké, le mercredi 3 avril au stade municipal de Yamoussoukro, 4 avril au stade régional de Daloa, le 5 avril au stade de Biakaboda de Gagnoa, et puis le 6 avril au lycée professionnel de San Pedro. Vous devez être âgé entre 15 et 18 ans. Si vous n'avez pas cet âge, ce n'est pas la peine. Et puis, une fois retenu, vous êtes en charge vous êtes pris en charge par l'académie, internat, et puis votre formation. Et vous pouvez appeler en tout cas au 04 82 0002 ou au 02 48 34 09. Avec Aude Alébé, on va s'intéresser maintenant au Maracana avec la 7e journée. Gémi et Somassi en bleu engagent les hostilités. Somassi se signale dès le début de la rencontre, 1-0. En seconde période, Somassi corse l'addition 2-0. Victoire donc de Somassi sur la formation de Gémi. Azak en orange était opposé à AD47. Azak remporte la partie 1-0. Troisième rencontre, Kama d'Abobo contre Azaen en blanc. Abobo donne le ton en premier 1-0. Le second but ne tardera pas, 2-0. Deuxième période, Azaen se réveille 2-1 score final en faveur de Kama d'Abobo. Oweri en rouge a croisé la génération Maracana de Yopougon. Le score de 1-0 a sanctionné cette rencontre. L'équipe de Gémi en est l'auteur. Dernier face-à-face, Azak et Somassi en bleu. L'ouverture du score est l'affaire de Azak. Somassi réagit aussitôt. 1 but partout, place donc au tir au but. Somassi l'emporte, 4 tirs contre 3. On reste toujours avec Aude Alébé, cette fois pour s'intéresser à quelques formations donc, qui vont nous dire comment ils ont vécu ces différentes compétitions au niveau de la 7e journée. Les équipes qualifiées du groupe B à l'issue des matchs retour, Somassi, premier avec 28 points, suivi de Génération Maracana de Yopougon, 23 points, et Azak, troisième, 22 points. Le capitaine de la formation de Somassi donne la recette de leur succès. Nous avons une bonne organisation et nous avons des anciens joueurs qui ont joué le championnat et la plupart sont des corps habillés. Donc la discipline est de rigueur chez nous. Le dernier de la poule B, Kamada Bobo, est plutôt optimiste. Mais ce retour, nous avons perdu le premier match. Le deuxième match, nous avons gagné. On va essayer de maintenir un peu cette deuxième victoire-là et essayer un peu de mettre un peu de tonus dans le match suivant. Dans le groupe A, Marie-Viera occupe la première place. Le club des amis de Yopougon suit et les mariniers ferment le trio avec 21 points. Que de joie pour l'équipe de Marie-Viera. Prochaine étape, Diokoui, les 6 et 7 avril, pour le compte des 9e et 10e journées.
troisième édition du tournoi de Maracana Espace Tendance. C'est ce samedi 30 mars 2013 au complexe sportif de la Riviera Golf. À partir de 8 h, ce tournoi est réservé aux joueurs âgés de 35 ans au moins. Et puis, Cathy Touré, tenez-vous bien, la finale de l'homme le plus fort de Côte d'Ivoire, c'est le 27 avril 2013 à l'espace Soukoussé. 12 participants autour de 6 épreuves. Un moment très attendu et cela passe par cette compétition du 27. Alors, si vous voulez participer à cette compétition, Sébastien sera notre représentant. Pourquoi moi, on dit l'homme le plus fort? Pourquoi moi? Sébastien sera notre représentant à cette on ne sait jamais, d'où la chance peut venir. Madame Kadia Gelbert, merci d'être avec nous. Merci. Et on va aller directement avec vous. Que nous vaut donc votre présence? Quelles sont les nouvelles? Les nouvelles sont bonnes et je suis très contente de me retrouver parmi vous parce qu'il s'agit, au nom du comité directeur de la FISAM que je dirige, de venir donner à nos clubs ainsi qu'à nos sponsors et sympathisants les informations qui suivent. Le 19 décembre 2012, la chambre administrative de la Cour suprême d'Abidjan, qui est la haute chambre judiciaire, a annulé la lettre de l'ex-ministre Legré portant dissolution de la FISAM. Et cette lettre tendait à scinder nos activités en deux, c'est-à-dire automoto, et à créer de nouvelles et à nommer de nouvelles fédérations, c'est-à-dire la FISA et la FMCI. Donc la Cour suprême ayant annulé cette lettre-là, de facto, la FISA a été annulée et la FMCI a été aussi annulée. La FISAM, c'est-à-dire la Fédération ivoirienne du sport automobile et de motocyclisme que je dirige depuis près de 8 ans, retrouve aujourd'hui ces entités et est réhabilitée par le droit. Voilà l'information majeure, une des informations majeures que je voulais porter. Puisque la dissolution, comme on le dit en matière de législature sportive, la dissolution en matière de législature sportive, qui est la loi 60, pour ceux qui connaissent le sport, les dirigeants, qui est la loi 6315 du 21 septembre 1960, dit bien qu'il ne revient pas à un ministre de dissoudre une association, une fédération. La loi, en son article 18.5, dit qu'il y a 3 cas de dissolution. Il y a la dissolution volontaire et il y a la dissolution statutaire qui revient de droit aux fédérations elles-mêmes quand elles ne veulent plus rentrer en activité, et il y a la dissolution qui est prise par décret présidentiel en Conseil des ministres. Si une association, par exemple, s'est portée à frein à la loi, donc en ce moment, le chef de l'État est en mesure de prendre un décret pour dissoudre cette association, cette dissolution. Alors, Madame Kadi, ce qu'on retient aujourd'hui, c'est que vous allez reprendre vos activités, tout à fait, commencer à organiser vos championnats. Tout à fait. Alors, ce que je voulais dire, il n'était pas de notre fait à nous, FISAM, d'aller vers les tribunaux. Parce que quand c'est comme ça, toute association ou fédération se dirige vers l'instance internationale. Donc, nous avons apporté tous nos documents à la FIA et c'est par un courrier du 28 septembre 2011 que la FIA nous a dit d'aller vers les tribunaux d'Abidjan parce qu'au sein de l'institution internationale, il n'y a aucun organe habilité à régler un litige qui oppose une fédération à un ministre. C'est ainsi que nous sommes partis vers les tribunaux et la FIA nous a dit dans son courrier après qu'il faut lui transmettre toutes les décisions des tribunaux et que quelle que soit la décision qui va être prise dans le temps, les décisions de la Côte d'Ivoire, des tribunaux de Côte d'Ivoire feront foi. Voilà.
Voilà, en tout cas, merci à vous, Madame Kadi. Nous avons entendu votre message. Et donc, on vous souhaite en tout cas beaucoup de courage. Non, j'arrive, je n'ai pas fini parce qu'il faut remercier le ministre Lobognon qui vient d'arriver. Parce que juste dès sa nomination, spontanément, une semaine après, il a reçu le comité directeur de la FISAM. Et à 3 reprises, depuis le 28 novembre 2011, il nous a demandé de faire des propositions de sortie de crise au nom du chef de l'État. Et spontanément, nous sommes allés dans ce sens-là. Nous avons fait nos propositions de sortie de crise que nous avons données au ministre. Et donc, nous ne pouvons que le remercier de ce geste salutaire. Voilà. En tout cas, merci. Alors, nous allons reprendre nos activités. Voilà. Qui est là, en fait, nous allons reprendre toutes nos activités automoto. Et donc, les calendriers sont en cours. En ce qui concerne l'automobile, nous avons 2 grands rallyes. Il y a le rallye raid automobile qui fera Abidjan-Ouagadougou, le tracé est déjà prêt. Et ensuite, il y a les 72 heures d'Abidjan. Tous les autres clubs vont faire leur championnat. Alors, moi, je vais juste poser une question, Madame Kadi. Alors, sur le plan international, il y a 2 fédérations, je crois bien. Vous avez parlé de la FIA tout à l'heure, c'est la Fédération internationale d'automobile. Et il y a la Fédération internationale de moto. Et pourquoi en Côte d'Ivoire, on ne ferait pas ça, puisqu'on dépend des instances internationales? Merci, c'est une bonne question, Madame Kadi. Madame Kadi, je dis Kadi comme moi. Vous savez, la FIA et la FIM, c'est la Fédération internationale de moto, ont accepté spontanément d'avoir à leur sein les mêmes disciplines. Parce qu'il s'agit de sport mécanique motorisé. Vous comprenez bien. C'est pour cela que dans le Paris-Dakar, vous voyez et les motos, et les voitures, et les camions. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Un représentant de la FIM est membre aujourd'hui à la FIA, dans la commission Femmes Rallye, dont je représente l'Afrique. Donc, spontanément, les 2 institutions internationales ont accepté parce qu'il s'agit de sport mécanique motorisé. Je ne vous coupe pas la parole, mais lorsqu'on regarde sur les sites, il y a 2 sites différents et on a une fédération ivoirienne ici qui est bien membre de ces 2 fédérations internationales. Ici, membre Côte d'Ivoire, il y a le nom d'un président qui est là, Alain Ambrosino. Et puis sur l'autre aussi, pour la fille, comme vous l'avez dit, pour les motos aussi, il y a le nom de Soumaoro. Donc si c'est inscrit sur le site de l'instance internationale, je n'arrive pas à bien maîtriser. Alors, mais je pense que ce n'est pas le lieu, je pense qu'on aura le temps. Pour dire après Cathy que vous avez parlé d'une lettre qui est parvenue de la FIA qui vous a demandé de vous tourner vers les instances internationales. Non, vers les instances nationales. Vers les tribunaux ici en Côte d'Ivoire. Alors, au sorti de ce résultat, est-ce que vous avez porté l'information et quelle a été la réaction de la FIA aujourd'hui? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai porté l'information à la FIA, qui est la Fédération internationale de l'automobile, et la Fédération internationale de la moto. Et c'est ce que j'ai dit. La FIA, les 2 institutions internationales disent, quelles que soient les décisions prises, vous comprenez bien, quelles que soient les décisions qui seront prises, les décisions à leur sein, les décisions des tribunaux d'Abidjan feront foi. C'est-à-dire quoi? J'arrive d'une manière claire. Il faut reconnaître que c'est la Côte d'Ivoire qui est membre de la Fédération internationale automobile et membre de la Fédération internationale moto, où moi je l'ai affiliée en 2004. Parce que vous étiez présidente. Parce que j'étais présidente. Alors il faut reconnaître quoi? Que la Côte d'Ivoire, avec ses institutions, avec ses 5 institutions, sont en même temps membres de ces institutions internationales. Ce qui veut dire que la FIA, tout comme la FIM, ne peuvent pas supplanter les décisions judiciaires d'un pays, d'un État souverain libre qui est membre en son sein. D'accord. D'accord. Okay. Voilà, Madame Kadi Angelbert, nous vous avons écouté, tout à fait. Nous avons entendu. Oui. Alors, nous vous disons merci, parce que le message est passé. Merci. Et maintenant, on vous souhaite une très bonne chance pour
les activités. Il faut que tout démarre pour le bonheur, en tout cas, des sports auto et moto en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Daniel Koubi, vous avez une autre préoccupation, c'est l'afro-basket. Oui, l'afro-basket, la 27e édition de l'afro-basket homme a été lancée récemment à Abidjan, c'était le week-end dernier, et c'était une belle occasion pour le COCAN de présenter ses membres au public en présence du ministre de la promotion de la jeunesse, des sports et loisirs. L'équipe COCAN et le ministre sont en phase, en même temps avec la fédération, et pour dire que l'afro-basket aura effectivement lieu en Côte d'Ivoire, ce sera du 20 au 21 août 2013. On regarde cette cérémonie de lancement. Après 1985, la Côte d'Ivoire accueille pour la deuxième fois la Coupe d'Afrique des Nations de basketball hommes, Afro-Basket, du 20 au 31 août prochain. La cérémonie officielle de lancement de la 27e édition de l'Afro-Basket s'est déroulée en présence du ministre de la Promotion, de la Jeunesse, des Sports et Loisirs, Alain Lobognon, des partenaires et des acteurs du monde du basketball. Le président du comité d'organisation, Aboubakar Sidiki Fofana, s'est réjoui de l'intérêt accordé par les invités présents à cet important événement. La Côte d'Ivoire nous regarde, le monde, l'Afrique nous regarde, le monde nous regarde, et nous vous demandons de vous joindre à nous pour qu'ensemble nous soyons tous fiers pour accueillir l'Afrique. La balle est lancée et chacun devra jouer sa partition. Pour Touré Boubakari, le président de la Fédération ivoirienne, ce jour est un grand jour. L'Afro-Basket en Côte d'Ivoire demande l'adhésion de tous. Nous avons besoin du soutien de nos hommes politiques, de nos religieux. Faisons en sorte qu'après le 31 août, on puisse dire que la Côte d'Ivoire a bien organisé l'Afro-Basket et que la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique pour la 3e fois. Le ministre Alain Lobognon, en charge du sport, a rassuré le monde du basketball de la tenue effective de ce grand rassemblement de la jeunesse africaine avant d'inviter les annonceurs à accompagner le COCAN dans l'organisation et la promotion de cette grande fête. L'organisation de l'Afro-Basket est donc un défi à relever par toute la Côte d'Ivoire, dont la signature ne saurait être reniée pour quelque motif que ce soit. C'est vrai que les étapes à franchir sont encore importantes, très importantes même, mais la Côte d'Ivoire sera au rendez-vous. Mesdames et messieurs, l'heure n'est plus donc au discours. L'heure est à l'action. Et le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, veut que la Côte d'Ivoire abrite, comme prévu, l'Afro-Basket 2013. La Côte d'Ivoire est fière d'accueillir l'Afrique et veut mettre un point d'honneur à la réussite de la 27e Coupe d'Afrique des Nations Afro-Basket après 2 rendez-vous manqués, 2005 et 2011. Voilà, Daniel Koubi, nous pensons que tout commence à se préciser maintenant au niveau de l'organisation de l'Afro-Basket. Est-ce qu'il y a fait... Oui. Allez-y. Non, je complète pour dire il y a 2 rendez-vous, véritablement, pour l'Afro-Basket 2013. Il y a l'organisation qu'il faut réussir, et puis il y a le trophée continental qu'il faut remporter. Voilà. Donc, voici les deux défis. Et vous faites un bon choix. Hein. Vous avez un entraîneur qui peut vous amener à prendre tous ces... Bon, au départ, avant la fin de l'année 2012, il y avait un entraîneur français, l'entraîneur du Paris-Levallois, qui s'appelle Christophe Denis, qui est parti en préparation avec un premier groupe. Et puis, malheureusement, le programme des compétitions en France ne permet plus à cet entraîneur d'assurer. Donc, la fédération ivoirienne, avec le président Touré Boubakari, se sont tournés vers la fédération s'est tournée vers l'ancien entraîneur qui accompagnait l'équipe nationale de Côte d'Ivoire à la campagne de 2011. C'était à Madagascar. Il s'appelle Lescano Nacho. C'est un Espagnol qui connaît et qui avait voulu rester avec cette équipe-là parce qu'il a été appelé au dernier moment. Il est quand même arrivé en quart de finale. Il voulait continuer avec cette équipe-là qu'il commençait à comprendre. Il commençait à comprendre les mécanismes de cette équipe, commençait à comprendre et à connaître les joueurs qu'il a suivis lui-même d'ailleurs en championnat européen. Donc il a accepté de revenir pour conduire cette équipe-là encore
pour la campagne de 2013. Donc, c'est lui qui va prendre donc la direction technique de cette équipe. Alors, Daniel, on reste avec vous pour parler d'Omnisport. Oui, Omnisport, on va parler de la première réunion préparatoire des troisième jeux de la CEDEAO. C'était ce matin. Cette première réunion a été présidée par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs, M. Alain Lobognon. La cérémonie d'ouverture de la première réunion préparatoire des troisièmes Jeux de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui doit se tenir en Côte d'Ivoire, s'est ouverte ce matin. Pour le ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs, Alain Lobognon, l'opportunité est encore donnée à la Côte d'Ivoire pour démontrer aux jeunes de l'espace CEDEAO, de l'Afrique et du monde entier que la Côte d'Ivoire est et demeure le pays de l'hospitalité et de la vraie fraternité. Il a ensuite souhaité que ces Jeux soient l'occasion de célébrer l'intégration entre les peuples de la sous-région ouest-africaine. Selon le président du Centre de développement de la jeunesse et des sports de la CEDEAO, Francis Tchouk Ndjouagouani, la première réunion entre la CEDEAO et la Côte d'Ivoire vise à déterminer les disciplines sportives à inscrire au programme des troisièmes Jeux de la CEDEAO, à convenir des modalités d'organisation de l'édition 2014, à définir les effectifs minima à conduire par pays, à fixer les dates des Jeux, à définir les effectifs minima à conduire par pays, à fixer les dates des Jeux, à définir les responsabilités de chaque partie, CEDEAO et pays organisateurs, ainsi que les participants et finalement à élaborer une feuille de route à suivre pour une organisation réussie de cette troisième édition des Jeux de la CEDEAO. Après donc le Ghana, l'organisation de la troisième édition est confiée à la Côte d'Ivoire. Cette réunion préparatoire des troisièmes Jeux de la CEDEAO prend fin le 27 mars prochain. Notre dernier invité est sur ce plateau. Il s'agit de M. Kipré Jean-Baptiste. Il est là pour le handball, pour le comité ad hoc. Avec lui, nous allons revenir largement sur le travail qu'effectue en ce moment le comité ad hoc. Cathy Touré Volleyball, il y a eu la première journée. La première journée donc qui marque le début du championnat national. Là, s'est déroulé le week-end dernier au stade Robert Champoux de Marcory. L'AS Tanda a affiché déjà sa détermination à rester maître du jeu. Chez les dames, les filles de Yebois-Sévérin étaient face au Stella Club d'Adjamé. 3-7-0. Le résumé est signé Anja Soukou. Journée initiale du championnat national de volleyball et déjà le choc des dames entre l'AS Tanda et le Stella Club. Battu sèchement 3-7-0 lors de la Super Coupe, Diane Danon et ses coéquipières du Stella ont la ferme volonté de prendre leur revanche. Les stellistes mènent la rencontre jusqu'au premier temps mort, 8-6. Tanda revient plus fort après les consignes du coach Soma Bagaté et passe en tête au terme du premier set 25-20. Au set suivant, Roselyne Melesses et ses camarades de l'AS Tanda ne se laissent plus surprendre. Elles enlèvent cette deuxième manche sur le même score de 25-20. Le troisième et dernier set est plus tranquille pour les joueuses de Tanda, celles du Stella ayant baissé les bras. L'AS Tanda l'emporte donc par 3-7-0 et après la Super Coupe, montre que l'équipe sera difficile à déloger du fauteuil de champion de Côte d'Ivoire. Dans les autres rencontres, Espoir de Grand Laou, le promu, a plié les chines face à Ivoire Amazon 3-7-0. Descartes s'impose devant Phoenix 3-7-0 et Relève a battu Marcory par forfait 3-7-0. Chez les hommes, la SOA, vainqueur de la Super Coupe, a balayé Relève par 3-7-0, 25-9, 25-10 et 25-3. L'AUC, le champion de Côte d'Ivoire, a battu Dabou par forfait 3-7-0. Marcory s'impose face à Abengourou 3-7-1 et le Red Star prend le meilleur sur Énergie 3-7-0. Et Cathy, avec vous, on va parler maintenant du golf. Une autre ouverture de saison, vous l'avez dit, c'est du golf. Une centaine de golfeurs a pris part donc à cette première compétition qui a vu la victoire de Siaka Tapsoba. Ce Gold Trophy était à sa deuxième édition, nous dit Anja Soukou.
Première compétition sur les 18 fairways rénovés de l'Ivoire Golf Club d'Abidjan, le Golf Trophy marque l'ouverture de la saison. L'épreuve enregistre la participation de 85 golfeurs de toutes catégories, professionnels, amateurs, jeunes et SNA, série nationale amateur. Heureux de la reprise des activités de la Fédération de golf en Côte d'Ivoire, chaque compétiteur a donné le meilleur de lui-même. Les golfeurs ont ici multiplié drive, approche, chip et putting. Au terme du tournoi, ce sont 3 eagles, 45 birdies, 401 par, 87 bogeys et 53 double bogeys qui ont été enregistrés. En série professionnelle, le premier prix a été enlevé par le plus jeune, Pierre-Marie Assin, qui a réalisé 78, 78, 75 et 75, soit 306 coups. En première série dames, Madame Shin Rae a ravi la palme avec 29 points. En première série hommes, Shin Jae arrive en tête, il totalise 29 points. Deuxième série hommes, premier, Neji Ravigué, 34 points. Et troisième série hommes, premier, Daniel Abbé, 43 points. Le grand vainqueur du Golf Trophy 2013 est Siaka Tapsoba avec 34 points en brut. Cette deuxième édition aura permis aux golfeurs de se retrouver autour de ce qu'ils ont de plus cher, jouer au golf. Le bilan pour moi, il est très satisfaisant. Le sport étant un moyen de rassemblement, vous avez vu l'engouement, les gens étaient rassemblés et pendant 4 jours, les golfeurs ont communié, une centaine de personnes ensemble. Alors, je suis vraiment satisfait du résultat. Plusieurs autres compétitions sont prévues au calendrier de la Fédération pour la redynamisation du golf en Côte d'Ivoire. Daniel Kobi et le karaté à présent. Voilà, on a aussi tenté de redynamiser la Ligue du Haut-Sassandra. Ce week-end, la Fédération ivoirienne de karaté-do et disciplines associées a procédé à l'ouverture de la saison de la Ligue du Haut-Sassandra. C'est à Daloa et c'était au centre social. Deux jours pour mettre à flot la Ligue de Daloa. D'abord, le vendredi 22 mars 2013, avec un stage de perfectionnement sous la direction de Maître Bamba, directeur technique national, et de son assistant Lasso, au centre social de Daloa, avec une cinquantaine d'athlètes venus de Daloa, Zenoula, Boisflé et de Saint-Franc. Les participants étaient essentiellement issus des écoles du Shotokan et du Sankuto Kikai. Ensuite, le samedi 23 mars, l'ouverture de la saison 2013 avec les allocutions du président de la Ligue, Dr Yavo, et du président de la Fédération ivoirienne de karaté discipline associée, Maître Guy Kwasi Jean-Claude. Le président de la Fédération a remercié les karatékas pour leur engagement pour le karaté dans le Haut-Sassandra et exprimé sa profonde gratitude aux autorités de la ville qui accompagnent la Ligue lors des activités sportives. Une adresse spéciale a été faite au docteur Olukolo Raimi, parrain de la cérémonie. Avant le travail technique fait de démonstration de comité de kata, présenté par une soixantaine d'athlètes, Maître Yao Julien, ceinture à 6e dan, président de la commission des grades de la FIGDA, a apporté quelques éléments techniques de base. La surprise est venue de la délégation fédérale d'Abidjan, Maître Fida, ceinture 1er dan, Yosekan Karaté Do, secrétaire général, a fait 2 démonstrations inédites. La première, les kata à main nue, il a démontré qu'il avait une maîtrise parfaite des mouvements de hanche. Puis il a exécuté un kata avec bâton Bo, appelé Bo Kata. Pour terminer cette cérémonie d'ouverture, il y a eu le passage des grades, Kyu, de la ceinture jaune à la ceinture marron 1 Kyu, devant un jury composé de Maître Yao Julien, assisté de Maître Bamba et de Maître Lasso. Dans la soirée du samedi, un deuxième stage a été donné par Maître Yao Julien aux athlètes des clubs Shotokan de Daloa, des clubs Sankudo de Daloa ainsi qu'à certains clubs de Zenoula, de Boisflé et de Saint-Franc. Alors, M. Kipré Jean-Baptiste, vous représentez le comité ad hoc de handball. Est-ce que les choses avancent? Merci. Les choses avancent très bien d'ailleurs, je peux l'affirmer, parce que dans quelques jours,
nous allons à une compétition majeure, le 30 mars exactement. Nous allons assister à la Super Coupe en hommes et en dames. Cette Super Coupe qui va opposer le Red Star au Sport Plus de Yamoussoukro et le National aux Zagos. C'est la preuve que les choses avancent malgré tout ce qui se dit. Alors, la Super Coupe se joue avant entre qui et qui? Entre le Red Star et le Sport Plus de Yamoussoukro en homme et le National contre le Zagos en dame. Alors, il demande qui est habilité à jouer la Super Coupe? Qui joue la Super Coupe? Qui joue la Super Coupe? C'est ceux qui ont traversé les différentes épreuves. Je pense qu'avant ça, il y a eu des quarts de finale, des demi-finales et aujourd'hui, c'est ceux qui... Généralement, la Super Coupe se joue entre le champion en titre et celui qui a remporté la Coupe nationale. Oui. Alors, je veux savoir, est-ce que ce sont ces deux équipes qui vont jouer cette Super Coupe? Bon, alors, je réponds à une question que vous ne me posez pas. Oui, allez-y. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces équipes-là soient là? Non, nous ne parlons pas vraiment de qu'est-ce qui s'est passé. Oui, non, je veux dire... À partir du moment où il y a des lois qui sont établies, on sait que pour jouer une Super Coupe, il faut être champion et il faut avoir remporté une coupe. Est-ce que ces deux équipes-là respectent ces critères? Ce ne sont pas, je vais vous répondre directement, ce ne sont pas ces équipes-là qui ont été promues à ce niveau. Mais vous savez, autant que moi, que nous vivons des moments de turbulence qui nous permettent d'aménager le calendrier des compétitions et qui nous permettent en même temps de repêcher, si vous me permettez l'expression, les équipes qui se sont affrontées et qui, quelque part, n'ont pas pu accéder à la plus haute marche du podium. Si le premier n'est pas en compétition, on prend le deuxième. Si le troisième n'est pas en compétition, on prend le quatrième. Alors, vous faites avec ce qui est là. Ça va nous permettre d'avancer et je crois que c'est je ne dirais pas la meilleure façon, mais ce qui va permettre à la petite balle de rouler. Allez-y. Donc, ces 4 formations vont être prises et vont s'affronter au Palais des Sports de Treichville le 30 mars. Aujourd'hui, vous avez combien d'équipes enregistrées? Alors, en D1, il y a 20 clubs. Sur ces 20 clubs, il y en a 11 qui sont enregistrés en D1. En D1. En D2, nous avons 13 clubs engagés. En cadet, nous avons 31 clubs engagés. En minime, nous avons 21 clubs engagés. Voilà donc les clubs qui sont engagés. Je reviens un peu sur la D1. Sur la D1. Vous avez dit il y a combien de clubs? En D1, je vais vous dire ça tout de suite, nous avons 11 clubs engagés, qui se décomposent de la manière suivante. 4 clubs en dames et 7 en hommes. Est-ce que vous pouvez les citer? Alors, en dames, Sakos de Lakota, Avenir Handball Club, Queens Handball Club et National Handball Club. Voilà les clubs qui sont habilités à prendre part au championnat cette année. Et où sont passés les autres clubs Je reviens sur Queens et puis Avenir. Alors, à quelle question? Je reviens sur Queens et puis Avenir. Queens et Avenir. Queens et Avenir, ce sont les deux clubs, c'est des clubs féminins. Oui, mais c'est des clubs qui, à la fin de la saison, descendaient en deuxième division. Oui. Comment se fait que ces clubs, automatiquement, sont réengagés en première division? Bon, alors, ce sont je vous parlais tout à l'heure de réaménagement que nous faisons à chaque fois que des situations se présentent. C'est le cas de dire qu'au handball, par exemple, quand des équipes se sont engagées et que nous voyons qu'au départ du championnat, ces équipes-là commencent à être défaillantes ou ne sont pas défaillantes, nous réservons une porte de sortie pour certaines équipes que nous pouvons faire revenir. Et c'est ce que nous avons fait. Et je répète, la petite balle doit rouler. Alors ce que je veux savoir, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a la paix, honnêtement, est-ce qu'il y a la paix entre le comité ad hoc et les clubs phares du handball en Côte d'Ivoire? La question posée de cette manière m'amène à dire que la paix, oui et non. Oui, parce que nous sommes tous les jours en train de faire en sorte qu'ils reviennent pour qu'on puisse jouer au handball. Non, parce que certains disent qu'il y a des conditions avant qu'ils ne puissent venir jouer au handball. Mais moi, je dis personnellement que nous continuons les discussions pour que tout le monde puisse jouer. Cathy, avec vous avez... Alors, moi, je pense que les Ivoiriens ont besoin de comprendre. Hein. C'est vrai que nous, on sait de quoi il s'agit, mais les Ivoiriens ont besoin de comprendre et on leur doit aussi la vérité. Alors, face à ce comité ad hoc, nous avons quand même essayé de joindre les équipes
qu'on appelle les équipes phares, parce que vous avez vu, on a cité au niveau des dames, c'est quand même les dames qui font le handball, vraiment on va le dire, en Côte d'Ivoire. Et nous n'avons pas eu, par exemple, des équipes comme le RAC, l'Africa Sport d'Abidjan, le Rombo, des équipes même qui doivent aller en Coupe africaine. Et donc là, nous avons interrogé 2 représentants de clubs, celui de Tia Salé pour l'instant, et puis celui de Bondoukou, et après on aura celui de l'Africa. La décision que le ministre a prise, c'est que nous sommes allés à une assemblée générale où la fédération sortante devait travailler, devait nous présenter son bilan financier, son bilan moral. Et après, nous devons aboutir à un cutus. Le cutus a été abouti avec 39 voix pour le président sortant contre 14. Donc en principe, nous devons passer maintenant à la seconde phase qui était celle des élections. C'est là que les candidats ont trouvé qu'il y avait trop d'irrégularités et ils sont sortis de la salle. Nous, clubs, on était tenus à aller jusqu'au bout de cette assemblée générale. Malheureusement, nous nous sommes heurtés à cette présence, c'est-à-dire à la supervision de cette commission mise en place par le ministre qui nous a demandé d'ajourner cette assemblée générale. Et pendant que nous attendions à cette assemblée générale nouvelle, voilà que 24 heures après, le ministre qui était en mission en Afrique du Sud a pris une décision de dissoudre la fédération sortante et c'est ce qui ne nous a pas plu. Mais suite à ça, nous avons joint la CAB. La CAB qui, elle, a joint l'IHF, c'est-à-dire l'instance fédérale internationale, qui est venue en Côte d'Ivoire par le biais de 2 émissaires, c'est-à-dire le président de la Fédération française de handball et le président de la Confédération africaine de handball, qui a échangé avec toutes les parties jusqu'au ministère. Et ils sont partis, ils ont pris une décision. La décision qu'ils ont prise, c'est de demander au ministère de permettre au comité national olympique d'organiser une nouvelle assemblée générale et le ministre ne veut pas. Tant que le ministère ne permet pas au CNO d'organiser une nouvelle assemblée générale, nous allons rester sur notre position. Une décision qui vient et qui met en place un comité intérimaire et qui est composé en majorité des gens qui sont proches des candidats qui s'étaient rébellés contre l'assemblée générale, ça nous donne à penser qu'il y a une opération... Précisons-nous, vous êtes en train de dire que les membres de la commission sont proches des 3 candidats qui ont mis fin à l'Assemblée générale. Oui, nous sommes dans le domaine du handball. Nous connaissons ce domaine, on se connaît tous. Donc on sait quels sont ceux qui ont cautionné ces adversaires, ces candidats. Et donc nous avons vu également la mise en place de cette commission. À la rigueur, moi je dirais que le ministre pouvait susciter la mise en place d'un comité ad hoc, mais avec toutes les parties, pour que au moins on puisse rassembler toutes nos énergies pour sauver le handball. Aujourd'hui, voyez-vous, cette commission qui est mise en place constitue même un problème dans la mesure où l'IHF ne reconnaît pas cela. Alors, Kipré, Monsieur Kipré, excusez-moi, nous sommes en sport. Allez-y. Est-ce que ce que posent ces clubs-là est fondé? Moi, je dirais que ce que je viens d'entendre, je le mets sous le sceau de l'émotion. On appelle ça émotion. Est-ce que nous allons continuer à être émus de par des déclarations comme celle-là? Je ne crois pas. Le moment d'émotion est passé. Le comité mis en place, j'ai entendu un des dirigeants dire qu'au sein du comité, il y a des gens qui sont proches de... C'est énorme comme affirmation. Je prends mon cas, Jean-Baptiste Kipré, viscéralement, je suis un handballeur. Mais je ne me suis jamais initié dans cette discipline depuis près de 15 ans, 20 ans. Parce que j'ai estimé que pour moi, c'était fini. Il faut que je laisse la place aux jeunes et c'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Quand on a dit des choses comme ça, c'est assez grave quand même. Au sein du qu'on nous dise exactement qui est à côté de ces dirigeants-là, pour qu'on le sache. Mais je parlais tout à l'heure, je dis... Alors j'ai une inquiétude aujourd'hui au niveau du comité ad hoc. Est-ce qu'on aura des clubs qui seront engagés aux prochaines compétitions africaines? Africaines. Mais tout cela, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nous allons modeler au fur et à mesure, parce que je sais que là, on a 4 clubs en dames, mais il y en a qui tapent à la porte, parce qu'à un moment donné, il faut quand même aussi se départir de ce qui ne nous fait pas avancer. Voilà ce que disent certains présidents de clubs. Il ne sert à rien de tourner en rond, et les solutions que nous attendons rapidement n'arrivent pas. Pendant que d'autres sont en train de jouer, il y en a qui attendent. Est-ce que ça doit continuer? C'est pourquoi je dis que cette situation ne va pas durer. Est-ce qu'il faut poser une question? Allez-y, Daniel. Alors, je voulais savoir pourquoi
ne pas partir sur la base de la réconciliation, réunir tous les enfants du handball et forcément vouloir jouer avec une partie des clubs? Pourquoi? Alors, vous êtes d'accord avec moi que jusqu'à maintenant, même au moment où je vous parle, mon esprit est dans cette réconciliation. Je ne fais que parler, c'est la deuxième fois que vous m'invitez. Bien entendu, oui. Et mon discours n'a été que dans le sens de réconcilier tous les enfants du handball qui sont en train de s'éparpiller un peu partout et que j'appelle encore. Malheureusement. Je suis face à la nation et je dis à ces handballeurs que le moment de jouer au handball est arrivé, cessons nos discussions parce que cela ne nous avance pas. Jouons au handball. Parce qu'au-delà des émotions quand même, il y a une compétition qui arrive en avril, un cas concret, où l'Africa Sport d'Abidjan et le Red Star devaient être. Et là, nous apprenons que l'Africa n'est pas dans le tirage au sort qui a déjà été effectué. Il en est de même pour le Red Star. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous n'apprenons pas. Le tirage est bien fait. Le tirage est fait. Est bien fait par et ni l'Africa, ni le Red Star ne font partie de figure. Aucun club ivoirien n'est engagé. Ouais. Aucun club ivoirien n'est engagé. Il faut aussi tenir compte du fait que ces clubs qui n'ont pas été... Parce qu'à un moment donné, l'Africa Sport s'est plaint du fait qu'il a été retiré de la compétition. Ça, aujourd'hui, on ne peut pas jouer au handball en dehors de la Côte d'Ivoire quand on a des problèmes comme ça. Et pourtant, vous nous disiez, à votre premier plateau, vous nous avez dit que ces équipes-là s'entraînaient et nous avons posé la question de savoir comment ces équipes-là vont-elles mesurer le travail fait dans l'antichambre avant d'aller en Coupe d'Afrique. Aujourd'hui, on nous dit que ces équipes-là sont retirées. Pourquoi? Jusqu'à ce moment, la décision de les retirer n'était pas encore tombée. Et moi, c'est en sportif que je le disais. Si vous ne vous entraînez pas, on vous prendra toujours de court. Alors, tel était moi mon raisonnement. Monsieur Kipré, on va vous permettre à Cathy de nous faire écouter le responsable de la Alors l'un des clubs quand même phares de ce championnat, surtout chez les dames, qui devait être en compétition en avril du côté de la Tunisie, eh bien nous avons interrogé, nous avons tendu notre micro aussi à un représentant de ce club. Le ministère sait très bien que la CAB n'accepterait jamais que le comité ad hoc présente les clubs qui vont en compétition africaine. La preuve, les arbitres internationaux, il y a 2 paires, ont été suspendus par la CAB, donc n'iront pas à Tunis. Et aujourd'hui, on dit qu'il y aura, avec ou sans vous, le championnat qui va se dérouler. Qu'est-ce que vous répondez? Nous sommes tous Ivoiriens, nous sommes tous en Côte d'Ivoire. On connaît les clubs phares en Côte d'Ivoire. Dans les clubs qu'on a cités au niveau des dames pour participer, il y a même 2 clubs qui ont joué la première division l'année passée, qui descendent en 2e division. Demain, quand la situation va se rétablir, ces 2 clubs qui descendent normalement en 2e, qu'est-ce qu'on fera d'eux? Ils ont joué un championnat aussi. Alors vous avez dit quelque chose d'intéressant, quand la situation va se rétablir. Donc cela veut dire que l'Africa est ouverte à toute proposition? L'Africa reconnaît l'autorité du ministère, ok, mais n'accepte pas qu'on nous impose un comité ad hoc pour nous gérer. Parce que, vous savez combien nous dépensons, tous les clubs dépensent par jour, par mois, pour entretenir. Nous sommes des privés. Donc, faire ça, c'est pour pouvoir jouer à l'extérieur, jouer contre des grands clubs. Finalement, quand on impose un comité ad hoc dans une fédération, c'est parce que les acteurs n'ont pas montré la capacité de pouvoir s'entendre. Est-ce qu'au moins les clubs reconnaissent qu'ils n'ont pas été capables de pouvoir s'entendre? Est-ce qui a poussé le ministère à imposer ce comité? Les clubs s'entendent. La preuve, sur 53 clubs, il y a 39 qui sont mis derrière la fédération sortante. Donc, il n'y a pas de problème au niveau des clubs. Le problème, c'est la fédération et le ministère. Qu'est-ce que vous suggérez au ministère pour que les clubs, comme vous dites, les clubs phares, reviennent dans la compétition? C'est très simple. Il y a le comité olympique en Côte d'Ivoire. Le ministère s'adresse laisse le comité olympique, comme a demandé l'IHF, d'organiser les élections. Et tout rentrera dans l'ordre, et très facilement.
Voilà, nous avons écouté donc quelques réactions. Alors, Kipré, allez-y. Vous avez eu... Moi, quand j'écoute toutes ces réactions, je persiste et je signe que le handball la petite balle doit rouler. À travers tout ce qu'ils disent, on n'aime pas certains membres du comité, on nous impose, le ministre nous impose sa vision du handball. Ok, d'accord. Ben, je dis, pendant qu'on est en train de régler les problèmes, parce que jusqu'à preuve du contraire, nous sommes en train d'appeler chacun à la discussion, d'appeler chacun pour qu'on puisse s'entendre, pour qu'on puisse faire redémarrer le championnat national. Mais quand on a des positions aussi tranchées que celle-là, on ne peut pas avancer. Mais nous disons, et nous persistons, qu'il faut toujours parler, il faut se parler pour qu'on arrive à quelque chose d'efficient. Et c'est ce que nous faisons. C'est parce que nous sommes en train de travailler pendant qu'il y a les discussions que nous allons faire démarrer le championnat, que nous allons permettre à certains clubs de jouer au handball et que le handball ne va pas être à la dérive. Voilà un peu mon sentiment sur ce que viennent de dire les uns et les autres. Et je pense qu'il faut mettre un peu d'eau dans son vin, que chacun donne un peu. Est-ce que c'est pas dû au fait que la Fédération internationale de handball a ouvert carrément une porte en disant que seul le comité national olympique est habilité à jouer ce rôle? Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie aussi que le championnat, on peut l'organiser, mais si on l'organise qu'on n'est reconnu nulle part, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit pour cela arrêter le handball en Côte d'Ivoire? Pendant que nous sommes en train de jouer, donc, on peut l'organiser. Donc autant se fier à la décision internationale. Mais la décision internationale, parce que ça pouvait se... Justement, parce que c'est un problème qui pouvait se régler en une semaine. Oui. Parlons-en justement, cette décision internationale. Ce courrier dont vous parlez tant. Vous voyez en objet, c'est écrit remerciement. Un courrier. Ce n'est pas... Nous, en tant que journalistes, nous ne nous levons pas et puis nous brandir un dossier comme ça. Oui, bien sûr. Le CNO, est-ce qu'aujourd'hui, vous accepterez que le CNO soit assis là, que vous soyez assis là, et dire qu'aujourd'hui, c'est le CNO qui est... on remet tout dans les mains du CNO, alors que c'est pas... Les courriers ne sont pas adressés au CNO. Tout à fait. C'est adressé au ministère des Sports. Oui, mais justement, je suis en train de dire... Alors, tant que le ministère ne dira pas au CNO, voici mes documents, je suis incompétent, géré, mais la situation restera telle. Je répète encore qu'il faut jouer au handball. Tant que nous resterons là, à nous tirer dessus, à nous dire c'est celui-là, à tirer la couverture là, nous ne pourrons pas avancer. Vous allez voir que dès que... Monsieur Kipré, dès que le championnat... Monsieur Kipré, vous êtes obligé aujourd'hui de prendre des clubs qui sont descendus en deuxième division pour les faire remonter en première division pour gonfler le nombre. Ça suppose qu'il y a problème. Mais je viens de... Il y a problème. Mais même s'il y a problème, est-ce parce qu'il y a problème que nous ne devons pas jouer au handball? Moi, je pose la question simplement. Est-ce que nous jouons dans la légalité avec qui? Nous jouons au handball avec les clubs qui ont envie de jouer au handball. Voilà, c'est ça aussi. C'est ça, nous n'allons pas rester là dans les discussions. C'est pourquoi je dis, venez pour qu'on joue au handball. La porte est ouverte pour qu'on discute. En tout cas, merci à vous, chers téléspectateurs. Merci également à vous, monsieur Kipré. Merci à vous, Cathy Touré. Merci. Daniel Kobi. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à la réalisation de cette émission. Bonne suite de programme sur RTI 1.